Bonjour à tous, une nouvelle année commence pour MJCTV et c'est avec plaisir que l'équipe entière se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2018. De nouveau, cette émission est entièrement organisée par les stagiaires de Terminal Pro du lycée Sacré-Cœur de Saint-Brieuc. Dans le cadre de leurs études, ces jeunes doivent réaliser un stage de 2 mois qu'ils effectuent actuellement à MJC Vidéo TV. Cette émission est la quintessence du travail accompli durant ce stage. Lors de ce stage, leurs activités ont été diverses et variées. Découverte technique d'un studio de télévision, réalisation de reportages, tournage et montage, et à ce sujet, les reportages que vous allez voir tout au long de cette émission sont le fruit de leur travail. Voici d'ailleurs le programme pour aujourd'hui. Ces stagiaires, en accompagnés des plus jeunes en découverte de l'activité vidéo du mercredi, ont eu l'occasion d'aller visiter la cabine de projection du cinéma Penthièvre. Connaissez-vous l'UNICEF? Des représentants de cette organisation seront sur le plateau pour nous en parler. Un fileur de verre à l'emballe, ce n'est pas un métier courant, et pourtant, en est la personne de Loïc Adam, qui sera présent sur notre plateau en fin d'émission. Ce spécialiste du travail du verre nous expliquera tout de son activité. Mais pour commencer, un retour sur Noir-sur-la-Ville, avec un reportage de Kylian et Anaïs, qui nous expriment leur vision sur cet événement très connu. C'est à Lamballe, capitale du Penthièvre, qu'a eu lieu une fois de plus le très renommé Festival du Polar, Noir-sur-la-Ville. Organisé par la non moins célèbre association La Fureur du Noir, 21e édition, elle a connu une foule de lecteurs comme à l'accoutumée. Cette année, MJCTV a demandé aux auteurs quels étaient leurs liens avec leurs lecteurs. Comment ces auteurs fidélisent-ils leurs lecteurs? Alors comment? C'est compliqué parce qu'on ne sait jamais comment on les fidélise. On espère que l'écriture que l'on a, les histoires que l'on raconte, tout cela va toucher au cœur. Et on espère évidemment que les gens vont être sensibles à ce qu'on fait et reviendront. Ma personnalité impressionnante évidemment. Non, en vrai, ce qui me permet d'accrocher les lecteurs, c'est la première ligne. Les dédicaces, je ne saurais pas, en tout cas c'est important pour les auteurs parce qu'on a un retour et que ça c'est pour nous intéressant. Pour les lecteurs, je ne sais pas trop ce qu'ils en retirent, j'espère qu'ils en retirent quelque chose. Moi je suis un auteur qui écrit en jeunesse, donc une manière de fidéliser mes lecteurs finalement c'est d'aller à leur rencontre. Et quand on est auteur jeunesse, on est souvent invité dans les classes de collège pour moi ou dans les classes de primaire. Et là on leur montre qu'un écrivain c'est une personne normale, voilà. Les fidéliser en leur offrant des histoires qui tiennent la route, des histoires qui les captivent et faciles à lire, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Mais alors, comment est née chez eux leur envie d'écrire? C'est exactement par la lecture que je suis venu à l'écriture, grâce à ma mère notamment. Moi je viens d'un milieu très modeste et on avait envie de combler un manque en matière d'instruction et de culture. Bon, moi j'écrivais quand j'étais adolescent déjà, donc j'ai toujours eu ça en tête. Après j'ai pas fait ça toute ma vie, hein. J'ai eu un vrai métier, j'étais institut pendant 30 ans. Mais quelles sont donc les lectures des auteurs? Il y en a beaucoup. Là, à Lamballe, ici, il y a mon voisin, Marin Lodin, qui est un auteur magnifique, d'une grande vérité dans la littérature, avec un sens profond de l'écriture. Bah oui, alors là, il y en a tellement que ce serait difficile. Et moi, j'adore les poètes du 19e siècle, j'aime Baudelaire, Mallarmé, j'adore Nerval, donc tout le romantisme de la fin du 19e siècle. Bon, moi, je lis des genres très différents, hein. Je lis du polar, mais en ce moment, par exemple, je suis en train de terminer un livre jeunesse parce que je vais faire un débat bientôt avec son auteur, et donc là, je lis de la science-fiction en ce moment. J'ai lu énormément de romans noirs, j'avoue en être un petit peu sorti, je suis davantage axé sur un peu plus de littérature blanche, de récits, de vie, je ne m'interdis aucune lecture de toute façon. Comment nos lecteurs ont-ils découvert la lecture? Alors c'est ma grand-mère, donc j'avais une dizaine d'années, je lisais
très très peu. Et elle m'a remis un livre, Belle Étoile. Et ça a été comme ça, elle-même était lectrice. Et depuis, j'ai pas cessé de lire. Ma mère, quand j'étais toute jeune, me lisait des histoires tous les soirs. Et en fait, dès le CP, j'ai commencé à vouloir moi aussi lire par moi-même parce que j'en avais marre de devoir attendre le soir que ma mère me lise des histoires. Quels sont les moments où les lecteurs lisent le plus ? En vacances, hein, c'est là où on est quand même le plus à même de lire, en soirée, pas trop tard parce que des fois après la journée de travail on est fatigué, mais voilà c'est ça, plus le week-end, tous les moments de détente que l'on peut avoir. Il ne faut pas hésiter quand on voit des fois ce salon du livre, ça peut faire élitiste, hein, les romans, etc. Et en fin de compte les auteurs sont très accessibles et nous-mêmes voilà, on se prête au jeu et on découvre comme ça plein de choses. En général, je lis un peu tous les jours. Mais en général, c'est plus ce soir avant de dormir. Parce que j'aime bien être imprégnée du livre que je lis au moment entre la phase d'éveil et de sommeil. Parce que quelquefois, ça m'arrive du coup de lire, de rêver des livres lus. Nous pouvons conclure que Noir sur la ville est un festival réunissant des gens passionnés, souhaitant le partage, la découverte, la camaraderie à travers de nombreuses œuvres noires. Nous leur souhaitons une bonne ascension ainsi que de nombreux partages et de nouvelles idées qui leur restent encore à découvrir. Parmi les activités proposées par l'atelier vidéo, une visite de la cabine de projection du cinéma Penthièvre a été proposée par Joël Rio, gérant de ce cinéma. À travers les images qui vont suivre, vous allez découvrir comment fonctionnait la cabine en 35 mm argentique avant l'arrivée du numérique en 2012. Une visite suivie attentivement par les stagiaires accompagnés des plus jeunes collégiens qui découvrent l'activité vidéo le mercredi, tant en tournage qu'en montage. Mais sans plus tarder, place aux images. Nous voici au cinéma Penthièvre qui a subi une rénovation importante. Vous pouvez retrouver ces images dans un précédent reportage réalisé en 2013 montrant la métamorphose de ce cinéma. Le reportage est sur le blog de MJC TV. Joël Rio, projectionniste et cinéphile convaincu, nous a permis de rentrer dans la salle obscure qui a un lien de parenté avec la salle de projection. Cette dernière conserve avec elle un projecteur 35 mm et un autre, plus récent, numérique, qui date de 2012. Joël connaît bien son métier, car depuis plus de 30 ans, il vit cinéma, parle cinéma et fait corps avec ce prestigieux bâtiment. Étape par étape, Joël expliquera le chemin parcouru par nos bobines et les films numérisés. On le met comme ceci, parce que par rapport au projecteur, il faut que la tête du personnage plonge dans le projecteur. Vous comprenez ? L'image soit à l'envers, quoi. Voilà. Voilà. Donc l'oiseau, pour qu'il rentre, quand il rentre dans le projecteur comme ça, par contre, il faut que je trouve la tête de l'image. Là, celle-là. Donc on les met bout à bout comme ça. Là, on rabat ça et là. Donc après, quand ça c'est fait, on replie ça dessous et on recommence de l'autre côté. Il ne faut pas oublier de refaire les petites perforations là. Parce que dans le projecteur, ça passe pas. Il se part en travers, il déraille et il casse. Là, on peut y aller parce que le noyau est bon, tout est bon, là, j'avais picolé. Le film que je viens de monter, on le met là. Rappelez-vous, le projecteur 16 mm que vous avez monté derrière, c'est en plus gros ici, quoi. Voilà. Donc, la mise en route du projecteur, on commence par mettre les boutons. Là, on met là, donc ça, c'est les compteurs. Voilà. Le son. Voilà. Donc c'est le son, là le son est numérique, que le son. Et là on a image et son. Le son est numérique. Alors on ne peut rien faire au niveau du son tant que le voyant là est allumé. Tant que celui-là est allumé, il faut qu'il soit éteint. Voilà. Donc là on doit pas être sur le griffon pas. Intéressons-nous maintenant sur quelques mots de Joël sur la numérisation de films et comment il se les procure pour les passer en salle. Donc pour pouvoir arriver à projeter un film, il faut aller ici sur transfert. Clac, voilà. Donc les films, ils arrivent par internet. Vous voyez ici, il y a des petites clés là, des petits cadenas rouges. Et il y en a des verts. Ceux qui sont en rouge, ça veut dire
On a les films, mais on ne peut pas les projeter parce qu'on n'a pas la clé. On n'a pas ce qu'on appelle, nous, le KDM. Pour conclure, après plusieurs visionnages de longs métrages et d'une vidéo retraçant la mythologie de la pièce, Joël se terre dans l'antre où se reposent tranquillement des bobines vieilles de 30 ans. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans le paysage cinématographique. Un burger. Dur. Il fait très froid. Oh. Passons tout de suite à un sujet haut les cœurs, sensible pour certains. L'UNICEF, organisation mondiale à dimension internationale qui travaille à la protection et au maintien de la sécurité des enfants dans le monde. L'UNICEF a pour but de sauver, de protéger, d'éduquer tous les enfants du monde. Dans ce but, du matériel est exporté chaque jour dans les zones de conflit. Mais dès à présent, une première vidéo de ces actions. Hi Philip, what's happening? We are in Bangladesh, in Cox's Bazar, and there are thousands of children, refugees that have crossed the border yesterday from Myanmar, and we are really in need of supplies. Okay, tell me what you need. Okay, we need tents, we need hygiene kits, and also we need ECD kits for the kids. Over. Okay, hang on and I'll get back to you. Okay, excellent. Thank you very much. I just talked to Philip in Bangladesh and they need emergency supplies. Now, Katya, can you talk to the warehouse? Got it. Isabella, I need you to get a hold of the International Transportation Unit and get them to charter a flight. Okay. Hi Suzanne, we need to send emergency supplies to Bangladesh today. 100 tents, 100 hygiene kits, 100 recreation kits, and 100 school in a box. Do you have it in stock? Yes, we certainly do have that in stock. I'll get the warehouse operational so we can start packing right away. One of the things we send to an emergency is the hygiene kit, which provides soap, water purification tablets, buckets, and water containers. We need to charter a flight for Bangladesh, flying out tonight. And it will carry 107 cubic meters of emergency supplies. The school in a box has all the supplies needed to 40 students for 3 months. Pens, scissors, books, rulers, maps. The supplies will be taken by truck to Copenhagen Airport, where they'll be loaded on a plane to Bangladesh. Jonesy, I just talked to the driver. He said he'll be here in 2 minutes. Just to let you know, the trucks are loaded. Please be ready to receive by tomorrow, okay? Okay, we will be ready. We are very, very, very happy that you are assisting us in this way. Thank you very much. Of course, of course. Nous accueillons sur notre plateau Pierre et Evan. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu rejoindre l'UNICEF et comment en avez-vous entendu parler? J'étais intéressé par la cause d'aider les enfants et la volonté de s'investir dans une association, la volonté d'aider et de mettre en place des projets. J'en ai entendu parler en cours sur l'histoire et les bidonvilles. Après, j'ai fait des recherches personnelles sur le site de l'UNICEF France et j'ai pris contact avec la représentante de l'UNICEF 22 qui est Madame Mireille Dubois.
Et maintenant, j'ai un contact régulier avec elle depuis mai 2017. Maintenant, j'ai un lien entre Lamballe et Saint-Brieuc et j'ai pris contact avec la MJCTV de Lamballe pour faire cette vidéo de présentation de l'UNICEF et a pour mission ensuite de participer au développement et aux événements futurs sur la ville de Lamballe. Pour ma part, après mes études, j'ai voulu prendre une année de réflexion où du coup je me suis orienté vers un service civique et j'ai vu que l'UNICEF avait posté une offre d'embauche du coup. J'y ai postulé directement parce que l'émission déjà m'intéressait et que l'UNICEF s'est connu à l'échelle mondiale et que j'ai été sensibilisé aussi très jeune à l'école comme Evan sur les causes qu'elle défendait. Du coup ça m'a beaucoup intéressé, j'ai voulu m'investir dans ce projet. Et voilà pourquoi je suis ici maintenant pour en parler à l'MJC. Quel est votre rôle dans l'organisation ? Mon rôle dans l'organisation, c'est de trouver des projets et d'en parler à Madame Dubois pour après passer en commission et parler du projet en question et voir si la commission a accepté. Si la commission a accepté, nous mettons le projet déjà en place tout de suite. Moi j'ai plusieurs missions et une des principales c'est d'intervenir dans les écoles sur le temps périscolaire, le temps du midi, dans des écoles de Saint-Brieuc puisque c'est là-bas que se situe l'antenne UNICEF. Et du coup je fais des animations avec les enfants, notamment au niveau de leurs droits, les droits des enfants pour les sensibiliser. Autrement, mis à part ça, j'ai plusieurs missions différentes en tout genre avec les autres bénévoles entre autres et un deuxième service civique avec lequel je travaille. Ça a plus lieu sur Saint-Brieuc. Et du coup, ma mission principale, ce serait d'implanter une antenne sur la ville de Lamballe, du coup. Autrement, une des raisons pour lesquelles je fais ce service civique, laquelle on m'a pris, c'est le prix littérature jeunesse UNICEF, qui est un prix littéraire, du coup, qui a lieu chaque année sur un thème donné. Le thème, cette année, c'est les réfugiés et les migrants. Et du coup, j'aurais pour rôle de lire des histoires dans ces thèmes, du coup, à des enfants de différentes tranches d'âge, par exemple les 3-12 ans, et de les faire voter pour l'œuvre qu'ils auront préférée pour ensuite qu'il y ait un vote au niveau national pour sélectionner leur œuvre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai ramené une œuvre du thème de l'année dernière qui était l'égalité, que je vous montre ici. C'est l'histoire d'un navire d'esclaves, c'est une histoire vraie, qui s'est échoué sur une île déserte. Et en fait, les esclaves, les noirs, les blancs, ils devront coopérer et puis vivre ensemble. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de communiquer aux enfants, des morales que tout le monde est égal sur Terre et que l'entraide, c'est important. Voilà. Pouvez-vous nous présenter rapidement l'UNICEF ? C'est une agence créée par l'ONU en 1946. Après la guerre, beaucoup d'enfants se trouvaient dans le besoin. Aujourd'hui, l'agence de l'ONU et l'UNICEF agit dans plus de 190 pays. L'UNICEF intervient dans les domaines de santé, l'eau et l'hygiène, le sida, la nutrition et l'éducation. Elle intervient également dans la protection des enfants. Elle lutte contre le travail des enfants, le mariage forcé, les mutilations génitales, le recrutement par les forces armées. En gros, contre la violence, les abus, la discrimination et l'exploitation des enfants. L'inclusion sociale, basée sur le principe de l'équité, c'est-à-dire qu'aucun enfant ne doit être exclu de l'accès aux soins et à l'enseignement et à une alimentation appropriée, à l'eau potable et une protection. Car aucun enfant ne doit être laissé de côté. Des exemples de résultats obtenus, donc les décès de moins de 5 ans ont diminué de plus de moitié depuis 1990. Les retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans ont diminué de 41% entre 1990 et 2015. Et la proportion d'enfants sous-alimentés a diminué de près de moitié depuis 1990. Et maintenant, je vous propose de regarder un second reportage de l'UNICEF fait par des dessins d'enfants. Il montre le quotidien de ces enfants dans les conflits. Did you feel it once again?
Revenons sur le plateau. Pierre, pourquoi vouloir créer une antenne UNICEF à Lamballe? En fait, on aimerait faire ce qui se fait déjà sur la ville de Saint-Brieuc à Lamballe. Déjà parce que j'habite à Lamballe, je suis lambalais, et que c'est une ville avec beaucoup de potentiel, je pense, qu'on pourrait exploiter, et également beaucoup d'écoles. Parce que ce qu'on aimerait beaucoup, nous, c'est faire des actions éducatives dans les écoles, c'est-à-dire intervenir au nom de l'UNICEF pour sensibiliser à la cause des enfants dans le monde, les informer sur ce qui se passe dans d'autres pays, pour aussi montrer aux enfants qu'ils ont de la chance que leurs droits soient appliqués ici en France, et que c'est mine de rien un beau pays, tout ça. Faut montrer qu'ailleurs, c'est pas tout joli non plus. Aussi, on aimerait bien mettre en place la consultation nationale qui a lieu à Saint-Brieuc en ce moment même, et qui, en fait, c'est sous forme de questionnaire qu'on donne à remplir à des enfants à partir entre 6 et 18 ans, sur 4 thèmes différents, en gros, sur leur vie, et qui sont ensuite remontés à Paris, à l'UNICEF, qui fait une étude sociologique dessus pour savoir ce qui ne va pas, en fait, dans l'enfance aujourd'hui en France. Et ensuite, les résultats sont communiqués au pouvoir public pour que les politiques soient adaptées en fonction, en fait, des résultats qui sont tombés au niveau, que ce soit national ou bien des communes. Par exemple, une année, on a vu qu'un enfant sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté, et du coup, après, il peut y avoir des politiques qui sont menées dans ce sens. Autrement, comme je dis plus tôt, je suis en charge, et on aimerait bien mettre ça du prix littérature jeunesse sur Lamballe. Ça peut être intéressant, notamment à la bibliothèque, puisqu'il y a une jolie bibliothèque ici à Lamballe, pour pouvoir lire des histoires aux enfants. On a également des dates clés, j'en citais 3 ici, qui sont intéressantes et où on aurait moyen de faire des choses et de les exploiter sur Lamballe. Déjà, premièrement, il y a le 17 mars, qui est la nuit de l'eau. Du coup, ça a lieu dans des piscines le même jour dans toute la France. Ça pourra avoir lieu dans la piscine de Lamballe, puisque la piscine est très bien faite et qu'il y a un bon club de natation dans la ville. Ça consiste en fait à un soir ouvrir la piscine et que les tarifs en fait, soient reversés à l'UNICEF, et qu'il y ait des animations faites par exemple par le club de natation pour que ce soit convivial, avec les gains remis en Haïti depuis la catastrophe naturelle pour pouvoir donner un accès à l'eau à toute la population en fait. Mis à part ça, il y a le 31 mai qui est la journée Uniday aussi, qui est une journée internationale où là c'est les enfants qui font des événements, ça peut être des cours solidaires, des repas, tout ça. Il y a plein d'événements qui peuvent être mis en place pour leurs droits, justement, pour la promotion des droits des enfants et tout ça. Et enfin, le 20 novembre, qui est l'anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants, qui est la ligne de conduite en fait, de l'UNICEF qui permet de donner les différents droits des enfants, et où il y a beaucoup d'animations qui sont créées pour ça, notamment moi cette année, le 20 novembre, j'étais dans une école où on a montré une vidéo sur la malnutrition, du coup, et où les enfants ont réagi dessus, ils ont pu débattre, et ils se sont exprimés sur un mur d'expression, du coup, leurs sentiments, comment ils avaient vécu la chose, ce qu'ils en pensent. Et du coup, ça pourrait être intéressant aussi à mettre en place dans les écoles de Lamballe. Mis à part ça, il peut y avoir d'autres choses diverses et variées, comme par exemple des repas, des courses, plein de choses. Et ça pourrait être, je pense, bénéfique pour tout le monde, les enfants de Lamballe, mais également les enfants du monde, plus pour l'UNICEF. Voilà. Vous avez eu un rendez-vous avec le maire récemment. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ressorti? Ouais, on a eu rendez-vous avec Monsieur Corret lundi, avec Madame Dubois, du coup, notre référente tous les deux, qui est la représentante UNICEF 22. On lui a dit un peu, on lui a présenté l'UNICEF comme on l'a présenté tout à l'heure, là, plus on lui a dit les différentes dates clés qu'on aimerait exploiter sur Lamballe. Il était très, très intéressé, très compréhensif, et du coup, il nous a donné des pistes à suivre, des contacts et des conseils pour pouvoir développer un peu ce projet sur Lamballe. Voilà, c'est à peu près tout. Il nous a beaucoup aidé et il ne faut pas hésiter à le recontacter. Et il nous a également proposé, éventuellement, si ça nous intéressait, de prendre un stand aux écuries du Père Noël en fin d'année pour pouvoir faire un peu de publicité et vendre des produits UNICEF à ce moment-là. Du coup, on va se mettre au travail le plus vite possible en espérant que le projet aboutisse. Très bien. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. MJCTV a déjà eu l'occasion de rencontrer Loïc Adam, fileur de verre et artisan dans l'âme. Il a exposé au marché des artisans cet été, ainsi qu'au dernier marché de Noël à Lamballe, plus précisément dans le cadre du Haras national. Ce Haras national qui se prête fort bien à toutes sortes d'expositions. MJCTV s'est rendu dans son atelier
et le sculpteur nous a fait plaisir en réalisant devant nous une méduse qu'il va sûrement nous présenter, car Loïc Adam sera présent sur notre plateau après ce reportage. Loïc Adam, fileur de verre, nous a invités dans son garage pour nous montrer le processus de création d'une sculpture de verre. Il a fait plusieurs formes, un hippocampe, un footballeur, un poisson avec un mélange de métal et de verre. Loïc Adam nous a fait une démonstration étape par étape de la fonte d'un verre jusqu'à sa création finale. Faut-il avoir des notions accrues pour le dessin? Le dessin aide, mais il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de dessin. C'est surtout la maîtrise du verre. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est de s'imaginer les pièces dans l'espace. Tu peux faire plein de choses. Bon, après, il y a plein de pièces qu'on loupe. Il ne faut pas s'imaginer. Parfois, on est content et puis on se dit quelques semaines plus tard, mais tiens, elle n'est pas si bien que ça, quoi. Interrompons le reportage pour remonter dans le temps et revoir des images du marché de Noël, où Loïc Adam exposait ses sculptures de verre. Qu'est-ce que Loïc Adam pensait de cet événement et pour quelles raisons? Alors pour deux raisons, c'est parce que je trouve que c'est un marché qui est extrêmement atypique. Dans le Haras, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est peu connu. Le Haras, lui, est très connu, mais un marché de Noël dans un Haras, c'est quelque chose d'assez rare. Et je trouvais que c'était vraiment très atypique et le fait de pouvoir en plus présenter mes produits dans la micro-région m'intéressait énormément. Et le fait de faire le marché à l'emballe me rend vraiment ravi parce que je trouve que la clientèle est une clientèle qui est très intéressée par le type de produit que je fais. Et je trouve que c'est une excellente opération, surtout au niveau com. Voilà, c'est parfait. Depuis combien de temps exercez-vous cette activité? Alors j'exerce cette activité depuis peu de temps parce que je suis à la retraite. Et j'ai profité justement de l'arrivée à la retraite pour pouvoir m'orienter sur une passion que j'avais en moi depuis bien longtemps, le travail et le verre. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes pour m'aider à concrétiser, ma foi, ce que je souhaitais faire, quoi. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer un maître verrier à la Gacilly, Rénal Lecomte, qui a su me transmettre, qui a surtout eu la patience de me transmettre les choses. Que représente pour vous la sculpture de verre? Pour moi, c'est une passion. Et je suis issu du milieu maritime. Et la plupart de mes réalisations, la grande majorité, c'est des sujets du milieu marin. Et pour moi, c'est une façon d'exprimer ce que moi j'ai rencontré au fond de l'eau. Je pense que le verre permet de faire ce genre de choses. Loïc Adam, après une vie aussi mouvementée que l'océan, a choisi de se sédentariser et de réaliser son rêve, sculpter le verre. Mais qu'est-ce qu'une sculpture de verre précisément? Regardons à l'œuvre l'homme façonnant le verre à sa guise pour aboutir à une forme définie, une méduse. Maintenant, jetons un œil attentionné sur Loïc en plein travail. Une baguette qui va supporter le sujet et une autre baguette qui va apporter le verre pour pouvoir construire. En fait, c'est du tricot, hein. Ça, c'est la contrepartie, quoi. C'est ça. Quelles sont les qualités requises pour être fileur de verre? Le jour où on croit maîtriser son sujet, c'est ce jour-là qu'il vous arrive une catastrophe. Donc, on apprend tout le temps. Voilà. Alors, des qualités, peut-être qu'il en faut quelques-unes, mais je pense que c'est surtout de la patience, surtout de l'humilité. Est-ce que les voyages vous ont apporté de l'inspiration? Qu'auriez-vous à dire pour les jeunes à ce sujet? C'est ce qu'il faut que vous fassiez tous. Voyager, bouger, aller voir le monde, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres gens, d'autres reliefs, d'autres milieux, Ouais, il faut voyager, beaucoup voyager. Profitez-en. Ça, c'est essentiel, c'est important. Je pense que le fait de voyager
permet d'avoir un regard sur les gens et sur le monde très différent que si vous ne bougez pas de chez vous. Notre reportage prend fin. Mais avant de vous quitter, rappelons-nous que Loïc Adam nous a apporté des étoiles dans les yeux et nous a permis de faire des images hors du commun. Et c'est avec le cœur lourd que nous le laissons devant ses créations. Loïc Adam, bonjour. Pour commencer, quelle est la différence entre fileur de verre et souffleur de verre? C'est à la fois très différent et très complémentaire comme activité. Le souffleur, lui, va cueillir le verre dans le fond d'un creuset avec une canne dans laquelle il va souffler. Il va créer des volumes. Le fileur de verre, lui, travaille avec un chalumeau de verrier, un chalumeau assez puissant. Il travaille avec des baguettes de verre. Il fond ses baguettes et lorsque ces baguettes fondent, et ben à ce moment-là, il profite du verre en train de s'écrouler pour pouvoir sculpter sa pièce. Voilà, les différences sont là. Par contre, très complémentaires parce que le souffleur de verre et le fileur de verre peuvent très bien travailler ensemble pour justement finir une pièce. Un vase qui va être fait par le souffleur, on peut rajouter sur ce que le souffleur a effectué un travail de sculpture de verre. Voilà. Comment vous est venue l'idée de travailler le verre? Très jeune. J'étais tout petit, dans la rue du Gersuel à Dinan, il y avait un fileur de verre qui n'est plus là aujourd'hui, ce monsieur n'est plus de ce monde. Et je voyais ce monsieur travailler et pour moi c'était un magicien, quoi. Il avait, avec une flamme, il créait des choses, il faisait plein de choses extraordinaires. Et c'est quelque chose qui est resté un peu ancré dans le fond de mon esprit. Et lorsque je me suis retrouvé à l'âge de la retraite, et ben, cette idée m'est revenue et j'ai dit tiens, je vais faire du verre filé. Voilà. Pourquoi une attirance vers le verre? Le verre parce que je trouve que c'est une matière qui est fascinante. On arrive à partir de baguettes et qu'on transforme en sujet, en objet. Je trouve ça fascinant. Vous nous avez apporté quelques exemplaires de vos travaux. Ces créations ont-elles une histoire? Oui, elles en ont toutes, en fin de compte. Le voyage, voilà. Je retranscris beaucoup de mes sujets de par les rencontres que j'ai faites à travers le monde, dans des pays parfois très différents les uns des autres. Le milieu maritime qui me touche énormément, puisque j'y ai fait ma carrière et j'ai souvent évolué dans les fonds marins. Et ça me permet de retranscrire beaucoup de mes sujets du milieu maritime au domaine de la sculpture et la formation du verre. On arrive à faire des choses assez sympathiques. Ouais. Quel regard critique avez-vous sur votre activité? Regard critique, en deux mots, on n'aboutit jamais. On a toujours le sentiment, lorsqu'on fait une pièce, que bien souvent elle est aboutie. Et puis on se rend compte quelques semaines plus tard, en la revoyant, que c'est pas ça. Et qu'il faut y revenir, il faut essayer de s'améliorer, d'être meilleur, plus fort, de revoir les formes différemment, de travailler ses gestes de façon différente. En fait, on n'aboutit pas, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous fascine dans la sculpture de verre? Ce qui me fascine le plus, c'est la possibilité de pouvoir faire un petit peu ce que la technique nous permet de faire, d'abord, parce qu'on peut être limité par la technique, mais on arrive à faire pratiquement ce qu'on veut et à transformer ce qu'on veut. Voilà. Le tout étant de bien maîtriser son verre. On peut faire des choses extraordinaires, c'est génial. Et combien d'heures pour façonner une pièce? C'est très variable. Ça peut prendre entre 2 et 4 heures. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que lorsqu'on fait une pièce et lorsqu'on la démarre, on l'aboutit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter le travail. On va jusqu'au bout. Et parfois, quand vous êtes 2 heures à la flamme, 3 heures à la flamme, ça peut être assez contraignant, assez épuisant. Ouais. Mais comme c'est intéressant, en fin de compte, le temps ne compte pas. Et pour terminer, une rencontre qui vous a marqué? Eh bien, pas une, 2. La première rencontre qui m'a marqué, c'est celle avec ce monsieur qui filait dans la rue du Gersuel à Dinan.
Et la deuxième rencontre, c'est la chance extraordinaire que j'ai eue de rencontrer Reynald Lecomte, qui est maître verrier à la Gacilly, filaire de verre de sa profession, et qui a eu la patience, parce qu'il en faut énormément, pour pouvoir transmettre un petit peu de son savoir, parce que je ne serai jamais à sa hauteur. Mais ça a été aussi une très très belle rencontre. Ouais. Oui. Très bien Louis Cadon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Il paraît qu'on peut souhaiter la bonne année pendant tout le mois de janvier. Toute l'équipe de MCTV se joint à moi de nouveau pour vous renouveler tous les bons vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2018.